vous cache pas, on va être là pour discuter un peu de votre ressenti, comment vous l'avez perçu. Donc on va voir ensemble la vidéo. Je vais vous donner quelques anecdotes de tournage un peu rigolotes. Et ensuite, on pourra répondre à toutes les questions. Questions techniques qui seront répondues dans une vidéo qui arrive bientôt. Vidéo qui sera une sorte de topo, c'est-à-dire comment on va arriver à faire ça. Ok, 9 secondes, premier mensonge, j'ai pas grandi à Saint-Etienne, j'ai grandi à Andrézieux-Boutéon, c'est à côté de Saint-Etienne. Voilà, vous pouvez m'insulter de menteur. J'ai mis Saint-Etienne pour des raisons de simplicité. Voilà, honteux, c'est bon. Remboursé, menteur, honteux. Alors, premier degré, il y a un très bon pote qui s'appelle Robin, pote d'enfance, et avec qui je suis toujours en contact, il se reconnaîtra. Premier truc qu'il m'a dit 9 secondes, tu as mis Saint-Etienne, tu as grandi à Andrézieux-Boutéon, c'est la honte. Vous voulez un deuxième mensonge, ceci n'a pas été tourné à Saint-Etienne. Ma vie n'est qu'un mensonge. Ceci a été tourné, alors à la base, le concept était de le tourner effectivement à Saint-Etienne, dans ma maison d'enfance. Le problème, c'est que c'est super loin. C'est une scène qui nous a pris une bonne demi-journée, on a passé 6 heures dessus. Et donc ceci n'est pas tourné à Saint-Etienne, mais est tourné à Saint-Cloud, chez un autre pote qui s'appelle Maxime. Maxime qui est la seule personne de mes contacts à avoir une maison, tout simplement. Voilà. Nous avons alors Quentin, qui est le cousin de la responsable prod de la chaîne Sylvain Live, Anaël, qui nous a aidé à tourner cette scène. J'ai 1 milliard d'anecdotes. Et au collège, ça se passe pas très bien. Alors par contre, ça c'est vraiment le CD de la BO de Pokémon, c'est le mien. Ça c'est vrai, il n'y a pas que du mensonge, d'accord? Ça c'est la Game Boy que malheureusement j'avais vendue, c'est la Game Boy qui m'a été offerte pour mes 31 ans, par Arthur et Joseph, donc c'est un cadeau que j'ai gardé précieusement. C'est ma véritable cartouche de Pokémon Argent, c'est la véritable. J'ai pas vraiment d'amis, alors comme tout... Ça c'est vrai, c'est la vie, c'est comme ça. C'était pas facile le collège, vous pourrez demander à Robin justement. Mais du coup, heureusement, j'avais la PlayStation 2. Ce Gran Turismo 4, c'est aussi mes véritables jeux de PlayStation 1. On voit un GTA Vice City qui est ici. Pour votre anecdote, ce GTA Vice City, je le garde précieusement pour une chose, c'est parce que c'est l'une des meilleures blagues de ma vie. Ma mère ne voulait pas m'acheter Guild Wars 2. Parce qu'elle avait vu à la télé que les jeux en ligne rendaient violents. À la place, je lui ai demandé de m'acheter GTA Vice City, ce qu'elle a fait. Elle avait même essayé de couper la box internet pour voir si le jeu fonctionnait encore. Et je lui avais dit, tu vois bien, le jeu fonctionne encore, je ne joue pas en ligne. Donc ça ne rend pas violent de jouer à GTA Vice City. La PS2. C'est pas ma PS2, c'est celle de Joseph. Cette PS2 là, du coup, qui est chez ma daronne à Saint-Etienne. J'avais la PS2 Slim et non pas la PS2 Fat comme on voit ici. Ah non, mais c'est que le début, hein, parce que vous n'êtes pas prêts à ce qui arrive en anecdote. Hein. Montage réalisé par Lucas. Lucas qui est dans l'équipe depuis plus de 6 mois maintenant, qui a rejoint, ça va pas tarder à faire 1 an en fait, parce que le temps passe super vite. Putain, c'est vrai, la chaîne a fêté ses 1 an. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était les... Jeudi, c'était les 1 an. Voilà, bravo la chaîne. Je viens d'y penser parce que Lucas, du coup, a fait un travail exceptionnel de montage sur cette vidéo. Mais comme d'habitude, de toute façon, je vous le dis, je ne travaille qu'avec les meilleurs. Alors, je dois vous avouer quelque chose. Vous voyez ici, du coup, Quentin qui joue à Gran Turismo 4 pour illustrer. Non. Quentin n'a jamais joué à Gran Turismo 4. En fait, alors, je peux tout vous expliquer. Pas taper, s'il vous plaît, décideurs, décideuses, pas taper, s'il vous plaît. Je voulais montrer des images de Gran Turismo 4 sur le circuit des 24 heures du Mans, le circuit sans la chicane. Sauf que le problème, c'est que je n'avais pas de sauvegarde de Gran Turismo 4, puisque quand j'y ai joué sur émulateur, et là nous y jouions sur PlayStation 2, comme on peut le voir sur les images que vous voyez. La PlayStation 2 est véritablement branchée à la télé. Et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que pour débloquer le circuit des 24 heures du Mans que vous voyez ici, il faut 20 heures de jeu. Et en plus, comme j'avais pas d'argent, je pouvais pas acheter la Xantia non plus. Et ouais, faut passer les permis. Alors, on s'est posé la question d'afficher un écran vert pour pouvoir intégrer le truc. Le problème, c'est que c'est super relou. Parce que si tu veux l'intégrer de la bonne façon, avec les pixels, avec le bon détourage, c'est super compliqué. Alors vous allez me dire, comment a fait le singe que vous voyez ici pour afficher Gran Turismo 4 au circuit des 24 heures du Mans sans save? Et là, je pense qu'il n'y a que les gens qui ont 30 ans qui vont savoir.
Ce n'est pas un action replay, ce n'est pas une vidéo jouée, c'est bien le jeu qui tourne. Ce que vous voyez ici, c'est le mode démo. En fait, c'était un truc qui existait dans les vieux jeux, donc il illustre plein de circuits différents. Et donc là, c'est le mode démo qui tourne, c'est-à-dire une vidéo qui tourne. C'est-à-dire que tu as les devs qui ont conduit, qui ont enregistré et qui l'ont mis dans le jeu. Et dans le jeu, c'était fait pour être présenté dans des supermarchés. Quand vous voyez Quentin qui joue à Gran Turismo 4, en fait, il fait semblant de jouer. Ça, il faisait semblant, c'est tout. Mon seul objectif quand je jouais à ce jeu, c'était de prendre la ligne droite du circuit des 24 heures du Mans et de taper la plus grosse vitesse possible avec la voiture la plus bizarre possible. Exactement. Je l'ai énormément fait sur Gran Turismo 4 avec cette ligne droite à l'ancienne qui existait sans chicane. Et je l'ai aussi énormément fait avec la Xbox 360 que vous ne voyez plus, qui n'est pas à l'écran, sur Forza Motorsport 4, un jeu que j'ai poncé sa mère. Et il y a 5 ans, très exactement, je vous présentais à cet endroit précis, cette Xantia. Et oui, je vous l'avais teasé sur Instagram, c'est la Xantia que vous avez connue, la fameuse Xantia. La véritable que j'avais eue pendant 2 ans, c'est celle-ci, FK 923 KM. Alors, pour votre anecdote, c'est une voiture que j'avais vendue suite à mon retrait de permis. Il y a longtemps, je crois que c'était en 2021, je m'étais fait taper mon permis en Ferrari au Tour Auto. J'en avais profité pour vendre tous mes véhicules parce que j'avais déjà envie de changer de voiture à l'époque, donc je l'avais remplacé par la 500 SEL Xantia qui a été achetée par un YouTuber qui fait du voyage et ça ne s'était pas très bien passé, pour être sincèrement transparent avec vous. Ce mec qui avait acheté la voiture ne l'avait pas forcément acheté pour l'amour de la voiture, il l'avait pas vraiment acheté pour la caisse. Ce mec l'avait acheté pour faire une vidéo avec moi. C'est pour ça qu'il m'avait appelé en me disant « Salut, je vais récupérer la caisse et en fait, je suis en train de tourner un vlog. » Le problème, c'est que le fait de vendre ma voiture ne voulait pas dire que ça t'achetait un fit avec. C'est parce que Sylvain existe aussi en dehors, juste en Sylvain, tu vois, il a le droit de vendre sa caisse, tout simplement. Donc il était arrivé un peu forceur, donc je lui avais dit poliment non. C'est non. Il était venu chercher la voiture, et il m'avait dit qu'il voulait faire plein de projets avec. Il voulait voyager avec, il voulait l'emmener au Nord, et je lui avais dit, fais gaffe, ça serait dommage d'abîmer la voiture, parce que c'était une voiture qui à l'époque était en bon état, ça a changé depuis. Et deuxièmement, c'est pas parce que la voiture est rigolote que c'est une voiture avec laquelle on peut faire n'importe quoi. Et c'est une voiture, je sais pas si vous vous souvenez, qui sortait de révision puisque la suspension m'avait intégralement lâché. Donc tout avait été changé chez Citroën Héritage. J'y ai mis plus de 2000 balles d'ailleurs, donc j'avais tout changé. J'ai changé la pompe, j'ai changé les sphères. Sur facture, tout était neuf. Et lorsqu'il était venu la chercher, je lui avais dit, tu sais la manette qui est au centre, qui fait monter et descendre la voiture, c'est rigolo, mais faut pas jouer avec. Il m'a dit, oui, t'inquiète. Dans la journée où il a récupéré la caisse, la voiture était cassée. En fait, il a pas arrêté de faire ça avec la caisse et il a éclaté la pompe haute pression. Et évidemment, il est venu me réclamer. Il est venu me dire, ah oui, je comprends pas, la voiture est morte, il devait y avoir un problème au niveau de l'entretien. Sauf qu'il y a la facture, il y a 2000 balles de facture de suspension hydraulique. Tout était neuf, c'est pas compliqué, j'ai tout. Donc il l'a remisé chez lui en Belgique. D'ailleurs, il a pas fait les papiers. En plus, donc tu vois, on commence à avoir un petit millefeuille. Et en plus de ça, la voiture a été stationnée dans des conditions... alors évidemment, hein, dans les 4 dernières années, aucun entretien. Quand vous la présente ici, elle est vraiment dans sa version vanille. C'est vraiment la version dans l'état où on l'a récupérée. Donc évidemment pas lavé. Les pneus à plat, ça c'est normal, c'est cadeau. Et la voiture est véritablement dans cet état, c'est-à-dire qu'elle a pris des coups un peu partout. Et elle a dormi dehors pendant 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'on avait une voiture qui était très propre. La voiture aujourd'hui est dans un état qui est... alors lamentable, peut-être pas. Parce qu'en soi, elle a pas vraiment servi, mais c'est tellement dommage. En plus de ça, à la base, le rachat de cette voiture, c'était une surprise qu'a voulu me faire mon équipe, qu'a voulu me faire l'équipe avec Anaël en tête. Et l'idée, c'était que comme ils savaient que je voulais refaire un truc avec une Xantia, d'aller me retrouver la Xantia. Et disons qu'ils ont été reçus de façon assez froide, pour rester poli. Alors en vrai, là, voilà, j'essaye de mettre je mets un petit matelas. Là, je suis un peu salé, tu vois, je mets un petit matelas. Et surtout, quand on a récupéré la caisse, alors en plus, j'ai des photos.
La voiture ne démarre pas. Donc on arrive sur place, la voiture ne démarre pas. Ils me disent, si, t'inquiète, la voiture, elle est venue par la route. Alors je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas si... Je me pose même la question s'ils ont pas siphonné le réservoir. Si vous vouliez une preuve, donc ça, c'est le bocal de haute pression hydraulique qui a explosé à force de faire n'importe quoi avec le jour où je l'ai récupéré. Donc en fait, t'avais de l'huile absolument partout. Ça a explosé, ça m'a un peu gavé. Et surtout, incroyable, le niveau d'essence, il était bas, mais genre vide. C'est-à-dire qu'au moment de vouloir redémarrer la voiture, on n'a même pas pu la redémarrer parce qu'il n'y avait pas d'essence dedans. C'est-à-dire qu'il n'était même pas question de nous filer 5 balles d'essence. Alors la batterie était morte aussi. Il m'a argumenté qu'il voulait pas la changer parce qu'il avait peur que ça dérègle l'électronique. Ça a été un fiasco, mais vraiment un fiasco. Bah pourquoi pas en prendre une autre? Le problème, c'est que c'est une voiture qui me tenait à cœur. Vraiment, parce que moi je l'avais aimé. Je trouve que ça a vraiment du sens de prendre celle-là. Le projet, même si on va utiliser des solutions qui ont été utilisées comme dans le projet du multiplat, cette voiture, on va essayer d'aller plus loin qu'avec le multiplat et on va garder vraiment le maximum d'éléments de la voiture. C'est-à-dire, on va garder un maximum d'éléments de carrosserie, on va garder un maximum d'éléments à l'intérieur. Je veux à l'intérieur les portes en velours. Je veux à l'intérieur le pommeau de vitesse en bois. Je veux les sièges. Je veux le même tableau de bord. C'est ça qui est génial. Bien sûr, on va devoir ajouter d'autres éléments qui soient moteur, châssis et aéro, mais on va la garder dans l'état le plus proche. Et en plus, je trouve que ce qui est incroyable, c'est que comme on va garder une voiture qui avait un historique et une traçabilité, je vais pouvoir ajouter à l'ensemble de la pile de factures la facture de W Autosport pour la modification. C'est-à-dire que elle va continuer à vivre. Et c'est ça qui est cool. C'est ça que j'ai trouvé génial. Les Unaudières, alors là, la voiture, il a fallu... Donc ça, c'est un autre jour de tournage. Donc vous avez un jour de tournage donc à Saint-Cloud pour la première partie. Vous avez un deuxième jour de tournage. Là, vous avez vu juste avant sur le parking pour faire la ref. Ça, c'est un troisième jour de tournage. Alors la voiture, du coup, a eu une petite révision puisque la voiture n'était pas apte à rouler quand on l'a récupérée. La voiture était pas vraiment contente ce jour-là. Disons qu'elle était pas en état de rouler. Donc on a fait à peu près 20 bornes, le temps de faire quelques allers-retours sur les Unaudières. Il y a un moment, je me suis dit, on va prendre la voiture sur les genoux, on va rien comprendre. Elle a tenu. Puisqu'ils ont enregistré officiellement un record à 405 km. Toute la base du projet 500 part de là. C'est-à-dire que WM, on en avait parlé d'ailleurs, je crois, on en a fait un VTEC complet dessus. Le véritable record est en réalité à 407 km/h, mais étant donné que cette voiture était en partenariat avec Peugeot et était motorisée par un moteur d'origine Peugeot, 407 km/h qui a été revu à la baisse à 405 pour promouvoir la Peugeot 405. Record qui du coup ne sera jamais battu puisque la direction de course a jugé un petit peu dangereuse la tentative et installé 2 chicanes. Et oui, parce que la nuance, c'est que autant faire une pointe à 407 km/h une fois, c'est pas si dangereux que ça. Je veux dire, avec les voitures qu'ils avaient à l'époque, quand tu vois la WM, avec ce genre d'engin subatomique, c'est pas si dangereux. C'est pas ça le problème. La direction des 24 heures du Mans n'a pas trop aimé la tentative, puisque je rappelle que il ne s'agit pas de faire une pointe à 405. Il s'agit de le faire dans des conditions de course, avec du trafic, puisque je vous rappelle que les 24 heures du Mans, c'est plusieurs catégories qui courent ensemble. Donc, tu as des voitures qui font 300 et quelques km/h, et par-dessus, tu as une bagnole qui arrive à 407. C'est-à-dire que tu commences à avoir des différentiels de vitesse qui sont super dangereux. En plus de ça, tu as des conditions qui sont changeantes. La piste des 24 heures du Mans à l'époque n'était pas aussi sécurisée et lisse qu'aujourd'hui. Tu as des maisons sur le bord de la route. Tu as du public, ce qui est ultra pas safe, et surtout, l'idée, c'est que si cette voiture est capable de taper 407 km/h, elle est capable de le faire à chaque tour. Or, les contraintes que tu vas mettre dans les pneus, dans les jantes, dans les freins, en théorie, tu es capable de les répéter tous les tours. Et c'est ça qui est dangereux. J'ai contacté les directeurs du circuit des 24 heures du Mans en leur présentant mon projet. Et à ça, ils m'ont répondu jamais. Alors, pourquoi ils ont répondu jamais? Le circuit des 24 heures du Mans sans les chicanes, donc c'est-à-dire le circuit à l'ancienne, est un circuit qui n'est plus homologué par la FIA. C'est-à-dire que ce circuit n'existe plus officiellement. Si on voulait réaliser ce record aux 24 heures du Mans, il faudrait enlever les chicanes. Sauf que pour enlever les chicanes, il faudrait réhomologuer
d'homologuer un nouveau circuit. Or, c'est compliqué d'homologuer un circuit qui, par définition, ne respecte pas les conditions de sécurité, puisque s'ils ont mis les chicanes, c'est parce que le circuit n'était pas safe. Donc en fait, ça fait un emmerdement administratif, technique et légal qui est très lourd pour une tentative. Vous êtes beaucoup à poser la question où est-ce qu'on le ferait. J'adorerais que ce soit quelque chose qui soit fait en France. Parce qu'on a une voiture française. On a une ingénierie de la part de W Autosport qui est française, puisque les fabricants de cette voiture vont être français. Alors, on n'aura pas de moteur français pour une bonne raison, c'est qu'il n'existe pas de moteur français qui fasse 2000 chevaux. Donc, un V8 français, ça va être compliqué. Certes, on aura un V8 américain. Ok. Mais sinon, voilà, les pneus... si possible fait avec Michelin qui serait français. J'ai vu pas mal de Paul Ricard. Paul Ricard, le problème c'est que c'est trop petit. Il nous faudrait au minimum, pour être bien, pour être vraiment tranquille, il nous faudrait 8 km. On cherche du côté des autoroutes. Le problème c'est qu'en général les autoroutes en France ne sont pas droites. Donc il y a des autoroutes en Belgique, il y a des autoroutes au Luxembourg qui sont droites. Certaines en Allemagne, notamment la piste d'essai Volkswagen. Au cas où nous avons lancé ce projet, on sait quoi faire. Au cas où on a une solution de repli, qui est tout simplement les lacs salés de Bonneville. Aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, ils ont un désert de sel qui s'appelle le lac salé de Bonneville, enfin entre autres. Tu as, je crois qu'ils ont plusieurs pistes, notamment une qui doit faire 30 km. Mais alors de pur droit et de pur plat. Donc au pire, c'est pas idéal. Moi, je suis pas super fan de la solution. C'est loin, c'est cher, c'est moins visuel, c'est pas un projet franco-français. Mais au cas où, il suffit entre guillemets, d'aller aux États-Unis. Ça se loue très facilement aux États-Unis, hein. Vraiment, il n'y a aucun problème. Les Américains, ils sont très ouverts d'esprit là-dessus. Tu prends ta caisse, tu viens avec n'importe quoi. Si tu te satellises, c'est ton problème. Point. Est-ce que ça ralentit le lac salé? Oui, c'est pas optimal. T'as un peu de friction supplémentaire au sol. Après, le 500 km/h au lac salé, c'est des trucs qui ont déjà été faits. D'ailleurs, dernièrement, en date, ça a été fait par une Ford GT 2000. La même que celle-ci en rouge que vous voyez là. Il y a un Américain qui a mis 2700 chevaux dedans et qui lui a fait prendre 500 km/h comme ça. Mais il fallait rajouter un peu de piment, un petit truc en plus dans ce projet. 500. Tout simplement. Voilà. L'idée, c'était juste de se dire, putain, 400, en vrai, le problème, 400, ça se fait. Alors, j'ai une vraie question pour vous. Est-ce que si je vous avais dit projet 407, et que je vous disais je vais faire 407 km/h, est-ce que ça vous aurait plu tout pareil? Moi, je trouve que c'est un peu décevant. Mais peut-être que je suis tout seul. Et évidemment, pour fabriquer ça, j'étais obligé de les appeler. Évidemment. C'est William, le directeur de W Autosport, le vrai directeur de W Autosport, qui a bien voulu se prêter au jeu de l'acting. William, qui est ce qu'on appelle un personnage de l'ombre. C'est quelqu'un qui déteste les caméras, qui n'aime pas du tout être les caméras. Et il a fait un effort énorme. Je vois dans le chat qu'on dit prise d'otage. C'était une prise d'otage à 100%. Voilà. Ça, je crois que c'est la 4e prise. Première prise, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi crispex. C'était incroyable. La crispation était exceptionnelle, mais c'est normal en même temps quand tu détestes les caméras. Et au bout d'un moment, ça s'est libéré et du coup, ça a été trop bien. D'ailleurs, je dois vous confesser un petite astuce de cinéma. Allô? Ouais, salut William, c'est Sylvain. La voix que vous entendez dans le téléphone est une voix qui a été enregistrée après, est une voix qui a été rajoutée au montage. Et oui, puisque comme vous le relevez, effectivement, il n'y a pas le haut-parleur, donc c'est techniquement impossible de faire ça. C'est une voix qui a été rajoutée. Par contre, l'appel s'est réellement déroulé comme ça, premier degré. Je l'ai vraiment appelé en lui disant, écoute, William, il y a des gens de mon équipe qui m'ont fait une surprise. Ils m'ont retrouvé la Xantia. C'est incroyable. On peut faire un super projet. Est-ce que tu as envie? Et William a dit oui. Et c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. C'est un projet un poil compliqué. 3 fois rien, notamment des trucs à la con, du genre les pneus. On y pense pas. Ouais, alors les pneus, c'est un des autres sujets qui est ultra compliqué à gérer. Pour la simple et bonne raison que c'est des pneus qui sont... Alors, c'est pas des pneus qui n'existent pas. Plusieurs marques font des pneus qui sont capables d'atteindre 500 km/h. Par contre, c'est des pneus qui en général sont difficiles à se procurer. Michelin fait pour Bugatti des pneus qui sont capables de faire ça. Le problème, c'est que c'est compliqué à approvisionner.
Donc c'est pas impossible, ça va mettre du temps à en trouver, il faudra qu'on s'adapte aux formes. Ça va être difficile de faire des pneus sur mesure pour des raisons de prix, pour des raisons d'encombrement. Donc on va sûrement prendre des pneus qui existent déjà et on va les adapter pour que ça rentre sur la Xantia. En plus de ça, c'est des pneus, et c'est la raison pour laquelle après on parlait du financement, c'est des pneus qui vont devoir être changés à chaque tentative et à chaque fois avec les jantes. Donc il va falloir aussi qu'on trouve un combo jante-pneus qui soit facile à changer. On va essayer de faire des économies sur les jantes, pouvoir en changer un maximum, puisqu'à chaque fois qu'on va aller chercher au-dessus des 400 km/h, c'est recommandé de les changer. Ça se trouve facile sur le bon coin, t'inquiète. Ah bah ça va. Il y avait toute la question sur le multiplat. Effectivement, je l'ai un peu pré-shot. Dans les faits, le multiplat 1 n'a pas été fait pour ça. C'est un véhicule de show sur lequel, à la base, on n'avait pas du tout la même exigence. Il n'avait pas le même cahier des charges, le multiplat. Et deuxièmement, sa forme l'empêche absolument de prendre des vitesses. Je crois qu'il a fait 2,96 au max. Comment je finance ça? On aurait pu passer Alors par une effectivement, cagnotte, on aurait pu passer par une cagnotte. Mais la flemme, j'en ai les moyens, grâce à NordVPN entre autres, et d'autres aides. Que j'aime moins dans le concept de la cagnotte, c'est, entre guillemets, la prise d'otage. C'est-à-dire, si tu donnes, je le fais, si tu donnes pas, je le fais pas. Or, là, la nuance, c'est que tu donnes pas, ça se fait quand même. On s'en fout, en fait. Ça se fait. Et c'est pour ça que, bah, du coup, on fait des placements de produits toute l'année. C'est pour ça qu'on fait vivre la chaîne et qu'on avance. Vous avez été nombreux à demander combien ça va coûter. Je pense que si tu prends la fabrication de la voiture, les différents frais de prod parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos, le moteur, la base châssis, il va y avoir beaucoup de frais de pneus, beaucoup d'essais, beaucoup de mise au point, beaucoup de déverminage, des locations de circuit, des locations de pistes d'aéroport, certainement un voyage aux US à un moment pour faire le record. A few moments later. Je pense qu'on va arriver à peu près à 1 million d'euros. Beaucoup d'argent, encore une fois, qui se finance grâce aux sponsors. Heureusement qu'il y a les sponsors. Alors, c'est pas un projet rentable, c'est un investissement, entre guillemets. Moi, je le vois comme un investissement. J'ai envie de faire ça, je peux me le permettre, et ben je fais ça. Est-ce que c'est super rentable? Non. Est-ce que c'est cool pour tout le monde? Oui, et c'est en ça que nous avons lancé une gamme de merch, comme vous pouvez le voir ici, pour deux raisons, et je vais être extrêmement sincère. La première, la cagnotte avait au moins un avantage. C'est que les gens qui ont participé, les gens qui ont donné, et les gens qui ont été présents dans le projet, étaient super contents. Genre, j'ai croisé dehors, en sauvage, des gens qui avaient des pulls multiplats, et c'était génial. Je sais que j'aurais eu la demande de dire merde, on aimerait bien soutenir. Je sais qu'il y a des gens, il y a des décideurs, il y a des décideuses, et je vous en remercie. Il y a des gens qui veulent soutenir ça, et c'est trop cool. Et en plus de ça, parce qu'on va pas se mentir, on va être 100% transparent, parce qu'on va pas faire genre, on va pas utiliser la langue de bois. En plus de ça, on va pas se cacher, ça aide le projet, ça fait des revenus supplémentaires pour le projet, ça nous permet d'avoir un peu plus d'air, ça nous permet d'être un peu plus large. Et de toute façon, si tu ne veux pas donner un seul centime, il n'y a aucun problème. C'est même pas du don en fait, c'est juste achète. Sylvain, c'est pas genre super dangereux? Alors ça, c'est une autre question qui a été pré-shot. J'avais très peur d'une chose, c'était que vous puissiez le prendre mal, en disant, Sylvain, c'est pas si cool de faire un projet si dangereux comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une partie qui n'existe que pour préciser ça, justement. Alors, je sais pas si ça vous aurait heurté. C'était dans une optique de préciser que c'est fait de façon sérieuse, c'est réfléchi. Il y a des gens qui sont professionnels, qui sont habitués à ce genre de choses. Et le 500 viendra dans un second temps parce que la différence entre le 400 et 500 est plus dure que d'atteindre les 400. En fait, la difficulté par rapport à l'aérodynamique, donc par rapport à l'interaction avec l'air et par rapport à l'interaction avec le sol, augmente au carré. Donc c'est au carré, c'est de la multiplication sur de la multiplication. C'est-à-dire que chaque kilomètre-heure de plus est un défi en soi. Et c'est pour ça qu'on le découpera en deux parties. Il y aura d'abord le 400. Et si tout est réuni, on ira voir au niveau des 500. Et pour conclure, j'aimerais juste vous dire à toutes et à tous, merci. Voilà, alors j'en profite, je vous le dis en face, c'est plus simple, hein. Merci, hein, parce que sans vous tous, rien n'existe. Voilà. Si les sponsors suivent le projet, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent et c'est parce que vous êtes là et que vous êtes engagés et que c'est cool. Donc voilà, c'est grâce à vous que tout ça se fait. C'est grâce aux gens qui participent aussi que ça donne de la force à la chaîne. Donc je vous le dis en face, c'est plus facile.
Merci beaucoup. Il y a une toute petite scène à la fin où on s'est fait un peu plaisir. C'était le 5e jour de tournage avec cette Xantia qu'il a fallu remettre sur pied pour ce truc. Alors je sais pas si vous avez la ref. C'est une parodie d'une vidéo qu'avait fait Bugatti il y a longtemps, le 0 à 400. Et c'était une parodie où on a essayé de parodier les plans qu'avait fait Bugatti. Parce que Bugatti c'est ultra stylé et nous on a essayé de faire un peu pareil avec une Xantia. Et ça me faisait beaucoup rire. Ces plans ont été réalisés par Thibaut Gabet, qui est notre droniste, qui a sorti un drone qui est incroyable, qui est ultra quali et qui donne ces espèces de plans de l'espace. Petite anecdote, j'ai un peu raté le plan et quand j'ai appuyé, en fait, le casque, En fait, une fois que t'as vu ça, c'est horrible. En fait, le casque, je me l'enfonce sur le nez. Là, je fais... Et là, le dernier plan est une ref aussi à Bugatti, qui a été intégré par Prosper, où ils avaient fait un teasing à 500 km/h. Et comme ça parlait des 500, on était obligé de le faire. Et il nous a même mis une tout petit... c'est très très fin. En fait, t'as les tours minutes qui arrêtent pas de tourner. Et on a le problème moteur qui s'affiche en bas, qui me fait beaucoup rire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai vu que vous aviez beaucoup de questions en termes de motorisation. Nous allons partir d'une base qui sera soit une base Ford, soit une base Chevrolet, donc probablement un LS. Et c'est un moteur qui devrait avoir 10 litres de cylindrée. Donc ce n'est pas un V10 de Viper. Donc on partira, je pense, d'une base LS, puisque c'est facile à faire. Par contre, en fait, aux États-Unis, on va pas faire comme on avait fait avec le multiplat. Le multiplat, on avait pris un V8 existant et on l'avait upgrade. On a mis des stages. Là, nous voulons partir d'une base qui est un moteur tout fait. Un crate engine, voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire que les Américains font ça, ils te vendent des moteurs tout faits. Et tu donnes ton cahier des charges. Donc, notre cahier des charges, c'est un moteur biturbo. Notre cahier des charges, c'est un moteur qui fasse 2000 chevaux. Et effectivement, nous sommes allés voir du côté de Nelson Racing Engines. Donc là, on vise un moteur qui va faire autour de 2000, entre 2000 et 2500 chevaux. Alors, on se posait la question avec le Elephant, qui est préparable et qui peut sortir 2000 chevaux. Le problème, c'est qu'il est abominablement cher. Vous nous avez beaucoup demandé également, est-ce qu'il y aura un réacteur? Je n'exclus rien, mais pour l'instant, je ne pense pas. J'ai pas envie de mettre un réacteur pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est triché. Et nous serons en propulsion, c'est obligatoire. On ne pourra pas être en 4 roues motrices. 4 roues motrices demanderait vraiment trop d'ingénierie. Est-ce qu'il y aura un parachute? Probablement. Premier degré. Par contre, il y aura probablement un parachute parce que selon l'endroit où on va le faire, on n'aura peut-être pas la place nécessaire pour avoir un freinage uniquement au frein à disque. Il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils étaient sceptiques sur le projet 500. Et en vrai, je le comprends. Je vous rappelle qu'une Formule 1, c'est à peu près 340, 350, voire 360 km/h. Peu de voitures l'ont fait. Il y a une Ford GT qui l'a fait il n'y a pas longtemps aux États-Unis. La Bugatti Chiron, dans sa version 300+, en théorie, en est capable puisqu'elle a fait 3,89. Beaucoup de gens essayent de le faire. Mais beaucoup de gens galèrent à le faire. Et la nuance, c'est que tous ces gens se battent pour faire un 500 km/h en catégorie voiture homologuée. Ce qui rend le défi des 500 km/h quasiment impossible, c'est d'arriver à faire 500 km/h avec des plaques d'immatriculation, avec du confort, avec une fiabilité et avec une voiture qui est démarrable tous les matins facilement. C'est ça qui rend l'exploit de la Chiron exceptionnel. Ce qui nous donne un avantage, c'est que notre voiture ne sera pas homologuée pour la route, n'a pas de prérequis client. C'est pas une voiture qui a besoin d'être fiable, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être fiable pour des essais et potentiellement pour des shows, pour des événements, mais c'est tout. Et on va passer sur un dernier truc qui est une question. Un truc qui personnellement me ferait extrêmement plaisir. Je dis pas qu'on le fera, je dis juste que le jour où il y aura la tentative à 500 km/h, ce serait exceptionnel en termes de divertissement d'arriver à le faire en direct sur Twitch. Ça implique un aspect un peu bizarre que si ça part en couille, c'est en direct, c'est un peu chaud. Mais historique dans l'histoire d'Internet FR et même mondial. Le véritable stream historique. Écoutez, je crois que nous avons fait le tour de ce projet 500. C'était un plaisir de vous présenter ce projet. Merci pour la réception que vous avez donnée à ça. Merci pour le soutien. Merci pour tous vos messages qui font super plaisir. On va s'amuser.